Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le Récap, c'est l'une de nos 4 nouvelles quotidiennes que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour être sûr de ne rien rater. Le Récap, épisode 13, c'est parti. Vous connaissez les hallucinations auditives ? C'est quand vous chantez « Assassin de la police » dans une chanson qui dit « That's the sound of the police ». Notre cerveau veut entendre un truc, même si c'est pas vraiment la réalité. Eh ben, on a eu un bel exemple ce week-end. Il a tourné en boucle sur Twitter, repris à l'envi, mais surtout sans une once de bonne foi, par des personnalités politiques et médiatiques de droite. Je préfère vous prévenir, ça ne fonctionnera pas si vous avez déjà mis les pieds en manif. Mais c'est de ce slogan qu'on parle. À bas l'État, les flics et les fachos. Un classique du répertoire anarchiste, scandé dans à peu près toutes les manifestations, quel que soit le sujet. Sur X, anciennement Twitter, plusieurs personnes ont commencé à relayer la vidéo qu'on vient de vous diffuser. Mais selon eux, on y entendait à bas l'État, les juifs et les fachos, scandés par les manifestants. Ils en sont persuadés. L'extrait a été vu par plusieurs centaines de milliers de personnes en quelques heures à peine. Des personnalités politiques ou médiatiques s'en font le relais. Frédéric Aziza de Radio J n'en démord pas. Selon lui et son ouïe fine, les manifestants scandent des slogans antisémites entre 2 slogans anti-flics. Quand Manuel Bompard, le coordinateur de l'AFI, le renvoie à un article de France 3 intitulé « Non, les manifestants n'ont pas crié à bas l'État, les juifs et les fachos », il redouble de mauvaise foi et continue à relayer de fausses informations. Sur Europe 1, c'est pas mieux. Après les manifs, les auditeurs ont entendu ça. Mais il faut voir aussi les slogans. Et c'est ça qui était incroyable. D'abord, on n'a pas parlé d'antisémitisme. On aurait pu marcher contre ça, mais ça allait trop loin. Et les slogans, c'est « à bas l'État »,« à bas les Blancs »,« à bas les flics »,« à bas les fachos ». Mais il y a un autre slogan, et ça, c'est pour ça qu'on a polémiqué pas mal cet après-midi sur les réseaux, et notamment beaucoup de personnalités qui, comme moi, ont reçu les mêmes images et les mêmes vidéos. On va les écouter. On veut qu'il y avait un autre slogan qui n'a pas été écrit, mais qui a été dit, c'est « à bas les juifs », qui était en alternance avec « à bas les flics ». Et d'ailleurs, même Johan Sfar a fait un dessin très rigolo, même si ça ne l'est pas, rigolo, parce que c'est quand même très grave, où ils alternaient. Alors, ils ont écrit « à bas les flics », ils le disaient, puis on entendait distinctement juifs, parce que je ne sais pas si on appelle des flics des fluiques. Donc comme on entendait les 2 syllabes UI, c'est évidemment des juifs. On va écouter, je voudrais qu'on écoute. Grave. Alors Franck Tapiero, c'est un mec qui bosse dans la communication. Vous serez surpris d'apprendre qu'il est passé par l'agence de Bolloré et qui a vaguement conseillé Nicolas Sarkozy en 2007. C'est à peu près tout, mais vraisemblablement ça suffit pour avoir son rond de serviette dans les médias et ne pas être contredit quand on raconte n'importe quoi. Dans cet extrait, il fait même coup double en donnant du crédit à l'hallucination auditive concernant le slogan, mais aussi en relayant une autre fake news relative à la manif de samedi. Il fait aussi référence à la photo d'une pancarte où on peut lire « à bas les flics, les blancs et les fachos » diffusée sur les réseaux sociaux en laissant penser qu'elle a été brandie ce samedi 22 mars dans le cadre de la manif antiraciste. Il n'en est évidemment rien. C'est en fait une vieille pancarte du collectif d'extrême droite Némésis qui voulait décrédibiliser une manif féministe. Ce n'est pas la première fois que cette image est sortie de son contexte et utilisée pour calomnier un mouvement social. Des journalistes compétents, notamment ceux de la cellule de fact-checking de France 24, se sont déjà penchés sur la photo et ont mis en évidence ce sont des tournements en détail. Mais pour le savoir, encore faut-il prendre le temps de vérifier ce qu'on voit traîner sur Twitter. Franck Tapiero n'a pas pris soin parce qu'en fait, il croit dur comme fer à ce qu'il a lu. Les fake news qu'il relaie confortent sa vision du monde. Pour lui, la manifestation du 22 mars est antisémite. Et il le dit juste avant. Vous connaissez la ritournelle, les antiracistes sont les vrais racistes, tout ça, tout ça. S'il vient dans les studios d'Europe 1, c'est justement qu'il veut vendre sa vision du monde, pas pour une quelconque expertise ou pour être astreint à de l'honnêteté. Le problème, c'est que personne ne le reprend. En l'occurrence, la journaliste qui anime la tranche, Pascale Delatour. Au contraire, elle le conforte. En fait, la vérité, c'est pas ce que cherche Europe 1, puisque ce lundi, la séquence est toujours en ligne sur les réseaux sociaux, malgré les nombreux commentaires évoquant le mensonge. La vérité, elle a plus d'importance. Aujourd'hui, ce qui façonne notre vision du monde, ce ne sont plus les faits, mais les émotions.
Fake news, désinformation, manipulation politique, nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité, un monde où la réalité objective s'efface au profit des récits qui nous confortent. Et c'est bien ça le cœur du problème. L'info n'a plus besoin d'être vraie pour exister. Il suffit qu'elle circule, qu'elle génère des réactions, qu'elle conforte un récit déjà en place. Avec plus de 80 000 vues en à peine 48 heures, personne chez Europe 1 ne va supprimer la vidéo, quand bien même elle soit tissée de mensonges. Si ça buzz, c'est que c'est du bon journalisme. C'est ça la nouvelle grille de lecture dans les médias. Il est loin le temps où seul comptait l'information vérifiée. Cet épisode de manipulation du 22 mars nous en rappelle étrangement un autre, monté en épingle par les médias pour salir les cortèges de la manifestation du 1er mai. C'était l'année dernière, et vous en rappelez peut-être, Raphaël Glucksmann avait été houspillé et sorti des cortèges à Saint-Étienne. En pleine campagne pour les élections européennes, les médias et les commentateurs politiques n'ont pas tardé à accuser LFI d'antisémitisme. Glucksmann lui-même a vilipendé les Insoumis, affirmant qu'il brutalisait le débat. Il s'est avéré que finalement l'action avait été menée par les jeunes communistes de la Loire et un militant insoumis. Mais comme souvent, l'occasion était trop belle pour ne pas céder à la manipulation et tordre la réalité à des fins politiciennes. Et c'est là que la post-vérité frappe fort. Dans cette bataille, ce ne sont pas les faits qui gagnent, mais c'est la version qui s'impose le plus vite et le plus fort. À chaque fois, un élément est exagéré, sorti de son contexte ou carrément inventé, et devient l'angle d'attaque principal contre le mouvement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il fallait décrédibiliser la manif du 22 mars, lui coller une image sulfureuse. D'ailleurs, l'offensive a commencé bien avant le jour J. Cette fois, au lieu d'ignorer le mouvement social, comme d'habitude, les médias des milliardaires ont exploité la campagne de communication ratée de la France insoumise, mettant en scène Cyril Hanouna. Ils en ont fait un scandale, attribuant au parti de Mélenchon toutes les intentions possibles. Résultat, à l'approche de la manifestation, le sujet s'est imposé partout. Le message antiraciste de la marche a été complètement éclipsé, la gauche a été une fois de plus fracturée et LFI vilipendée. Très vite, sur les antennes, le 22 mars n'était plus qu'une manif LFI, une manif donc infréquentable. Malgré ce climat délétère, la grande mobilisation antiraciste du 22 mars à l'initiative de la Marche des Solidarités, des collectifs de sans-papiers et de mineurs isolés a eu lieu partout en France. Plus de 200 manifestations ont été organisées. Alors c'est un rendez-vous traditionnel partout dans le monde à l'occasion de la Journée mondiale contre le racisme et le fascisme. Et si la marche des solidarités a lieu chaque année, elle a été bien plus suivie cette année. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées. C'est une claque à Retailleau et Darmanin, une baffe à Le Pen, Zemmour et Bardella, a commenté le collectif sur Twitter. Mais qu'importe les succès, qu'importe la réalité, qu'importe les faits, ce qui compte, ce n'est que le récit qu'on en fait. Ce qui restera, c'est l'image tronquée de la manif, celle fabriquée dans les studios de télévision et sur Twitter. C'est ça la post-vérité, un monde où l'objectivité est sacrifiée au profit du récit dominant, où les faits ne pèsent plus grand-chose face à l'émotion brute et à la manipulation. Où l'objectif n'est plus d'informer, mais de façonner une réalité qui nous arrange. D'ailleurs, ce récit médiatique fait les affaires de certains, notamment à droite et à l'extrême droite. Ce week-end, la mère Le Pen et ses sbires ont pu dérouler leur discours bien tranquillement, se faisant passer pour les défenseurs des Juifs. On ne va pas vous refaire la vidéo de jeudi dernier, mais tous les faits et les chiffres démontrent que c'est faux. Les antisémites sont très majoritairement à l'extrême droite, c'est indéniable et à lire dans le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Mais encore une fois, la vérité n'a pas sa place dans ce récit, et à ce rythme-là, on se demande si les faits ont encore une place dans ce monde où la vérité se dilue dans un flot de fake news, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la réalité qui façonne le monde, mais l'image qu'on veut lui donner. Gérard Depardieu comparé au tribunal correctionnel de Paris pendant 2 jours. L'acteur de 76 ans est accusé d'avoir agressé sexuellement 2 femmes sur le tournage des Volets Verts en 2021. Amélie, 54 ans, décoratrice ensemblière, et Sarah, 34 ans, 3e assistante mise en scène. L'acteur encourt 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Lisa Lapp et André Manivit étaient présents au tribunal pour couvrir la première journée d'audience. Gérard Depardieu comparé ce lundi et demain mardi 24 et 25 mars au tribunal correctionnel de Paris. Il lui est reproché 2 agressions sexuelles sur le tournage des Volets Verts en 2021. Pour les 2 femmes, il est accusé de les avoir coincées entre ses jambes en lui touchant les fesses, le sexe et la poitrine par-dessus ses vêtements. Les victimes racontent qu'il a été insultant après avoir exprimé leur refus ou d'avoir eu des comportements sexistes à plusieurs reprises. C'est un délit faisant encourir la peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Lors du premier procès en octobre, Gérard
Gérard Depardieu avait été absent pour raison de santé et les avocats avaient obtenu le renvoi. Selon les infos de France Info, Gérard Depardieu a été jugé apte à comparaître par l'expert médical désigné. Devant le tribunal, plusieurs centaines de personnes manifestent leur soutien aux victimes et dénoncent les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma ou encore l'omerta. On a pu entendre plusieurs slogans, plusieurs chants sur victime, on vous croit ou alors encore riposte féministe. Justice complice, violence sexiste, justice complice. On a dansé pour dénoncer en fait le traitement des victimes et soutenir surtout les victimes aujourd'hui, Amélie et Sarah, face à ce monstre qui en fait est mis sur un piédestal, protégé, valorisé. Et il y a eu le mouvement MeToo, on a cru que ça allait enfin avancer. Et à part une parole qu'on entend enfin, qui ne s'est pas libérée, parce qu'on en parlait depuis toujours, mais enfin on l'a un peu plus entendu. En fait, il ne s'est rien passé de plus parce qu'en fait, il continue à y avoir des classements sans suite. Les victimes continuent à être enfermées sous une chape de plomb, à être enfermées dans le silence. Et en fait, les agresseurs continuent à sortir leurs films, à faire carrière, à briller, à se faire plein d'argent, tandis que les victimes doivent juste essayer de survivre et tenter de se réparer. Mais en fait, il faut que la justice, elle fonctionne. Il faut vraiment qu'on arrête avec ces classements sans suite. Il faut vraiment qu'on punisse les violeurs et les agresseurs. D'autres faits sont reprochés à Gérard Depardieu, même si ce n'est pas l'objet de l'audience aujourd'hui. Le parquet de Paris a requis le renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle pour être jugé de viol en 2018 au préjudice de Charlotte Arnoux, qui est présente aujourd'hui en soutien aux victimes. Une vingtaine de femmes avaient témoigné après cela. Elles aussi disent être victimes de l'acteur. Et plusieurs images avaient montré Gérard Depardieu en train de sexualiser une enfant de 12 ans. Malgré tout cela, l'acteur a reçu pas mal de soutien, notamment jusqu'à Emmanuel Macron, qui dénonce une chasse à l'homme et un acteur qui rend fière la France. De son côté, Gérard Depardieu et son avocat nient tout. Monsieur Assou, donc son avocat, décrit selon lui un but poursuivi de la partie adverse qui a été révélé à travers les demandes d'indemnisation. Le 28 octobre 2024, alors qu'il comparaissait déjà au tribunal de Paris, notre équipe avait recueilli les propos d'Anouk Greenberg qui nous rappellent l'importance de ce procès. Mais de toute façon, il y a tellement de victimes, tellement. Si on compte évidemment Amélie et Angela aujourd'hui, mais Charlotte Arnoux avant, ou sinon tant d'autres qui n'ont pas pu parler parce qu'elles étaient trop détruites, parce qu'elles avaient trop peur des représailles. Il y a trop de femmes qui ont subi les violences de Depardieu pour qu'on puisse les écraser par les effets de manche et les mensonges de cet homme qui, pour moi, est la honte de ce métier. On en reparle dès demain dans nos directs avec les images de nos journalistes qui assisteront à la deuxième journée d'audience. On poursuit le récap de l'actualité avec l'international, raconté et mis en image par Aude Cazorla. D'importantes manifestations anti-Netanyahou ont eu lieu à Tel Aviv, Jérusalem ou encore Haïfa. À Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa, mais aussi dans toutes les villes d'Israël, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues du pays samedi soir pour réclamer encore la libération des otages toujours retenus à Gaza, mais aussi s'opposer au Premier ministre Benyamin Netanyahou et ses multiples atteintes portées à l'état de droit. Ces manifestations, qui rassemblent toutes les couches de la population, viennent conclure une semaine de protestations intenses contre le gouvernement. Les Israéliens protestent aussi contre sa décision de limoger le chef de la sécurité intérieure, Ronen Bar, une décision suspendue par la Cour suprême, mais que Benyamin Netanyahou entend quand même maintenir. Depuis le 21 janvier, 2 jours après l'entrée en vigueur de l'accord de trêve dans la bande de Gaza, l'offensive menée par Israël dans le nord a entraîné le déplacement forcé de près de 40 000 habitants selon l'ONU. La situation de ces personnes déplacées de force est extrêmement précaire, a alerté ce matin Médecins sans frontières dans un communiqué. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, le cap des 50 000 morts du conflit a été franchi. On termine avec la Turquie où des manifestations font rage pour contester l'arrestation de l'opposant Imamoglu. Samedi, des manifestants ont déferlé par dizaines de milliers devant l'hôtel de ville d'Istanbul. Ils étaient réunis pour protester contre l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu,
principal opposant politique du président Erdogan. Le timing de cette incarcération interpelle puisque Imamoglu devait être désigné dimanche comme le candidat du CHP à la présidentielle prévue en 2028. Le parti a décidé de maintenir la primaire de façon symbolique, appelant tous les citoyens à voter, même les non-inscrits. Depuis mercredi, des rassemblements en soutien au maire d'Istanbul ont eu lieu dans au moins 55 des 81 provinces turques, soit plus de 2/3 du pays, une mobilisation sans précédent depuis le printemps 2013. Près de 350 arrestations ont eu lieu dans au moins 9 villes, selon les autorités. 10 journalistes, dont un photographe de l'AFP, ont été arrêtés à leur domicile à Istanbul et Izmir. Reporters sans frontières estiment qu'en Turquie, plus de 85% des médias nationaux sont contrôlés par le pouvoir. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour être sûr de ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.